Je ne pense pas, moi, que les mairies, que les municipalités qui gèrent la vie quotidienne des Français soient ni des étendards pour l'extrême droite, ni non plus, entre guillemets, une honte à vous coller. On verra bien dans 6 ans si la révolution que vous proposiez a eu lieu. Et je ne le crois pas, pour ma part, puisqu'il y a déjà eu des maires Front National dans notre pays, il y a déjà eu des maires d'extrême droite, et que, mis à part à Orange, ça s'est très mal terminé. Non, c'est faux. Alors, on va faire une désinformation systématique, c'est simplement ça. On va faire une pause et on va faire rentrer Guillaume Daret, qui va déjà nous donner une idée de ce que disent les réseaux sociaux sur cette première partie du débat. Comme ça va nous permettre de sortir des municipales et de revenir au sujet de la ligne, qui était notre sujet. Bonsoir Guillaume Daret. Alors évidemment, beaucoup de réactions à l'élection de Nicolas Sarkozy samedi, avec plusieurs internautes qui soulignent qu'on est peut-être un petit peu difficile avec lui. En France, quand tu gagnes, t'es un perdant. Défaite à 65%, souligne ironiquement un internaute. Alors Laurent Wauquiez, vous êtes félicité de la participation des adhérents de l'UMP, mais certains, comme Christine Fournier, soulignent qu'il y a quand même près de 40% aussi des adhérents qui ne se sont pas déplacés, ou en tout cas qui ne sont pas allés cliquer, puisque c'était un vote électronique. Vous en prenez un petit peu pour votre grade sur Internet. Certains soulignent qu'il y a 2 ans, vous souteniez dans le combat interne François Fillon. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et Saïd Maran, notamment le journaliste du Point, souligne qu'en 2013, vous aviez évoqué, je crois, un droit d'inventaire à propos des années de Nicolas Sarkozy, de son quinquennat. Vous aviez dit, je cite, qu'il n'avait pas redonné un vrai souffle. Un devoir d'inventaire même. Et aujourd'hui, vous le soutenez. Et vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, cet inventaire? Si, bien sûr. Et pas avec Nicolas Sarkozy, alors. Enfin, lui, en tout cas. Bien sûr que si. Je pense que vous construisez pas la suite si vous réfléchissez pas à ce que vous avez réussi et ce que vous avez échoué. Mais on l'a pas entendu là-dessus, lui. Quand il a, par exemple, dit que sur Schengen, il n'était pas allé assez loin, que sur le RSA, il a lui-même exprimé le fait qu'il considérait qu'en face du RSA, il aurait dû, dès le début, mettre des contreparties en termes d'heures de travail. Donc ça vous va? Ça, il le disait déjà pendant la campagne 2012. Non, pas du tout. Je crois qu'il n'était jamais allé aussi loin. Et surtout, quel est pour moi le meilleur gage? C'est que je pense que d'avoir un président de la République qui, au fond, a déjà une expérience, s'est heurté à l'inertie administrative, la difficulté de changer les choses, qui a réfléchi à ce qui avait été ses réussites et ses échecs. Il sait ce qu'il ne peut pas faire. Exactement. Ça donne beaucoup plus de force pour la suite. Et donc, je maintiens, et je l'assume parfaitement, qu'il y a des choses qu'on a réussi, dont je suis fier. Il y a des choses qu'on a échoué, sur lesquelles on doit réfléchir. Je ne fais pas partie de ceux qui disent on a tout réussi, ce serait inepte. Puis après son bon score dans les urnes électroniques de l'UMP, il y a des bons points aussi sur Internet pour Bruno Le Maire. Ce soir, Bruno Le Maire a su insuffler l'idée du renouveau à l'UMP et écouter les militants, disent plusieurs téléspectateurs. Et Siné Olivier pose même une question. Suis-je le seul à penser que Bruno Le Maire ferait un bon Premier ministre? C'est pas pour tout de suite. La ligne politique aussi, vous l'avez tous évoqué autour de cette table. Et là, c'est plutôt vous, Jean-Christophe Lagarde, qui êtes ciblé. Et la question du centre, avec notamment une internaute au Papilou qui pose une question. L'UDI sera-t-elle indépendante jusqu'à ce qu'elle s'allie à la droite, comme toujours, pour les centristes? Puis un internaute aussi qui rectifie un petit propos que vous avez eu sur Martine Aubry. Vous avez évoqué un vote interne en 2011 quand vous avez parlé de la primaire tout à l'heure autour de cette table. Rodolphe Baran qui précise bien que la primaire PS, effectivement, en novembre 2011, c'était pas un vote interne. Tout le monde pouvait voter moyennant 1 euro et puis la signature d'une charte. Enfin, il n'y avait comme candidat que des candidats socialistes, plus M. Baillet à 1%. Donc ça ne faisait pas un vote mais tout le monde pouvait voter. Non, je parlais en termes de parti politique et je répondais en réalité essentiellement à la question suivante. Est-ce qu'un chef de parti a vocation à être candidat à la présidentielle? Pas forcément. En tout cas, chez nous à l'UDI, ce sera celui ou celle qui sera le mieux placé. C'est l'engagement que j'ai pris. C'est ce que les militants pourront choisir au premier semestre de 2016. François Bayrou pourrait être votre candidat? J'ai dit à l'UDI. Jusqu'à présent, François Bayrou n'est pas à l'UDI et je ne crois pas qu'il ait envie de dire. Il pourrait pas être votre candidat? Non, parce que, vous savez, l'élection présidentielle, c'est aussi la confiance dans un candidat. Et je crois qu'il y a beaucoup d'adhérents, de sympathisants à l'UDI qui ont été troublés, pour ne pas dire choqués, par le choix qu'il a fait la dernière fois à l'élection présidentielle. Mais ça n'empêche pas de construire ensemble. Ensemble avec François Bayrou, ensemble avec l'UMP. Et ça répond à une deuxième question. Est-ce qu'il est interdit de faire des alliances? Est-ce que l'indépendance, entre guillemets, ça veut dire d'être isolé? Moi, je ne le crois pas. Non, Simplement, il n'est pas interdit non plus, dans une alliance, d'avoir de la concurrence, et pour l'UDI, d'avoir l'ambition collective de conduire la prochaine alternance. Il n'est écrit... Et personnel. Il n'est écrit nulle part... collective et personnelle. Il n'est écrit nulle part, dans les institutions de la Ve République, que tel parti ou tel autre doit se succéder au pouvoir. Il n'est pas écrit que quand un président de la République socialiste... manifestement pourrait être limogé par les Français, et Dieu sait qu'ils ont raison
ce soit nécessairement un UMP qui entre. Moi, ce que je souhaite, et c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, il n'y a pas d'écriture de l'élection présidentielle avant. La question, c'est la confrontation des projets. Nous avons un projet humaniste et fédéraliste qui est différent de celui de l'UMP. Ça ne veut pas dire qu'il est incompatible, mais enfin, sur l'Europe, reconnaissez qu'on a des différences majeures. Moi, je veux un gouvernement fédéral de la zone euro pour avoir une stratégie monétaire, une stratégie industrielle, une stratégie commerciale et une stratégie énergétique commune pour ne plus subir la loi des États-Unis et de la Chine. Vous avez une autre vision, c'est celle-là qu'il faut confronter devant les Français. D'ailleurs, très franchement, j'ai plus de différences avec vous deux sur ce point-là. Vous êtes contre le traité transatlantique avec les oui, États-Unis, monsieur? Tout à fait. Tout à fait. Et vous êtes pour la sortie de l'OTAN également? Mais je vais vous expliquer. Non, ça, je pense que c'est une absurdité. Mais je vais juste, puisque vous me posez une question. Attendez, avant de revenir sur l'ordre. Non, d'abord, on va laisser partir Guillaume Darey et on va revenir sur... Que nous puissions reconquérir nos souverainetés. Justement, on va essayer de définir justement... Marion Maréchal Le Pen, je vais vous poser une question. Les grands ensembles mondiaux. On va essayer de Aujourd'hui, tout seul, à 65 millions, on subira la loi du reste du monde. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que le Front National est un parti de droite? Déjà, est-ce que le Front National est un parti de droite? Non, le Front National est un parti assez inclassable, je dois dire, dans l'échiquier politique français. Mais vous n'êtes pas une femme de droite, je vous ai entendu dire que vous étiez une femme de droite. Je vais vous répondre, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, cette distinction droite-gauche, je pense qu'elle perdure dans la vie politique française en tant que courant, mais qu'elle est dépassée en tant que parti. C'est-à-dire que lorsque l'UMP est classé à droite et le Parti socialiste à gauche, très honnêtement, je pense que ce n'est plus le véritable clivage aujourd'hui qui structure la vie politique française. Et vous êtes une femme de droite, je dans un pense parti qu'il qui y a n'est pas de droite. Voilà, pour être assez simple, c'est le côté souverainiste et de l'autre les côtés mondialistes et fédéralistes européens. Je pense que c'est ça le vrai clivage. Et c'est là où il y a une vraie rupture entre nous et les autres. Mais dans votre parti, il y a des gens de droite et de gauche, oui, c'est ça? Absolument. Vous êtes de droite. Et je me suis qualifiée en effet de droite, je me reconnais dans le groupe de droite. Ah, lui ne s'est jamais qualifié de gauche. Mais vous le qualifiez? Non, je le qualifierais pas de gauche. Je pense pas, très honnêtement. Centriste? Je sais pas, c'est à lui de se qualifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de caricatures autour de notre relation. Alors Nicolas Sarkozy, lui, il assure que le Front National est un parti de gauche et même d'extrême gauche. Écoutez-le. Je me demande encore comment il peut se trouver un journaliste pour parler du Front National comme de l'extrême droite. Elle a le programme économique de M. Mélenchon. Ça lui plaît, l'extrême gauche. Donc je dis à nos électeurs, si vous voulez le programme de M. Mélenchon, votez pour le Front National. Mais à quelle mesure du programme économique de l'extrême gauche fait-il référence? Vous me permettez juste oui, je voudrais répondre à cette question gauche-droite. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense qu'en revanche, le drame de la politique française, c'est effectivement une famille de la droite et du centre qui n'assume pas suffisamment clairement ses valeurs, qui fait un filet d'eau tiède et qui du coup entretient cette confusion. Et ça, c'est ce qu'on doit changer. En revanche, et j'ai là-dessus une vraie différence avec vous, je ne crois pas qu'il y ait une espèce de vision commune de droite et de gauche. Je voudrais donner quelques exemples simples. La droite fait les heures supplémentaires. Le gouvernement actuel les fait sauter. Moi, je crois à la méritocratie à l'école avec des notes. Madame Najed, si vous me permettez... On va laisser finir Laurent Wauquiez. Si vous me permettez, je voudrais aller jusqu'au bout. Madame Najed Vallaud-Belkacem croit au nivellement par le bas avec pas de notes à l'école. Moi, je pense pas qu'elle croit au nivellement par le bas. C'est une façon de présenter les choses un petit peu caricaturale. Est-ce qu'elle a supprimé les notes? Elle n'a pas supprimé les notes. Tout à fait. Elle recommande qu'il n'y ait pas de notes à l'école, et notamment dans le primaire. Elle supprime les bourses au mérite. D'autres formes de notation. D'accord. C'est pas la politique familiale. Je crois à la politique familiale. Vous croyez, je crois aussi à la politique familiale. La gauche est en train de la détruire. En termes de justice... Elle fait des économies sur la politique familiale. Je suis obligée de corriger parce que c'est un petit peu caricatural dans votre discours. Vous êtes une bonne ambassadrice. Je suis une ambassadrice du camp adverse systématiquement. C'est normal. Moi, je crois aux peines planchées. Je crois aux peines planchées. Je crois à la rigueur en matière de justice. Madame Taubira n'applique pas du tout la même vision. Sur l'aide médicale d'État, ce qu'a fait la gauche en libérant complètement l'aide médicale d'État pour des étrangers en situation irrégulière, est pour moi une folie. Ça ne choquait pas Nicolas Sarkozy à une époque. Attendez, là, ce que vous dites est quand même très important. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en situation irrégulière en France et qui a une maladie contagieuse, on ne va pas le soigner. C'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Mais si, si vous voulez, je veux bien vous répondre sur la question de l'aide médicale d'État. Je dis juste au passage, parce que c'est le grand slogan maintenant à l'UMP, on ne veut plus de l'aide médicale. Madame Oppenheimer. Et même sur la je ne sais pas, les gens sont soignés. L'aide médicale d'État, c'est 1 milliard d'euros. On ne va pas me faire croire que c'est 1 milliard d'euros juste pour traiter les maladies contagieuses. 800 à 800. C'est 800. Enfin, les prévisions qui sont en cours, c'est que ça va monter 1 milliard d'euros sur l'année prochaine. Je suis à la commission des finances, les évaluations auxquelles on peut s'attendre, c'est 1 milliard d'euros. Juste pour finir sur cette idée. C'est les prévisions de qui? Parce que là, c'est 800 millions, c'est pas 1 milliard. C'est toutes les anticipations et on peut se retrouver dans un an. De Marine Le Pen, mais pas... D'accord. À moins que vous citiez le tous les deux chiffre à de la Marine. commission des finances. Si vous prolongez la tendance de hausse, on est bien mais à 1 sauf qu'il milliard y a d'euros. quelques années, c'était pas ça. Et ça pose... Mais
je vais laisser terminer. La courbe, elle a changé de forme depuis quelques années, là. Ça pose une question fondamentale que Mme Oppenheimer a soulevée. Parce que l'aide médicale d'État, elle n'a pas été libérée, entre guillemets, par les socialistes. Ils ont simplement décidé, et ils ont eu tort, de supprimer un forfait qui était de 50 euros. Responsabilisant. Responsabilisant. En tout cas, qui était de 30 euros et qui rapportait très peu. Qu'est-ce que c'est pour vos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est l'aide médicale d'État? C'est le fait de dire que quand vous êtes malade dans notre pays, malade, c'est pas des soins de confort, c'est pas. Vous avez le droit, entre guillemets, d'être soigné. Quand vous êtes sans papier. Même si vous êtes en situation irrégulière. Il y a deux raisonnements que je voudrais quand même qu'on rappelle. Le premier, c'est que si on ne soigne pas quelqu'un qui est malade. Et qu'il est contagieux. C'est l'ensemble de la population française qui est en danger. La tuberculose est réapparue en France, pas parce qu'on a supprimé le BCG dans notre pays, mais d'abord parce que des gens issus de pays étrangers, en situation régulière ou irrégulière, n'étaient pas soignés. Et donc, laisser quelqu'un... Vous imaginez aujourd'hui... Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui arrive avec l'Ebola. Il est sans papier. Vous savez, monsieur... Quelqu'un qui a le virus Ebola. Quelqu'un qui a le virus Ebola et qui est sans papier. On ne le soigne pas au risque du reste de la population. C'est un programme qui vous paraît décent? C'est pas décent. Et deuxième chose, je ne pense pas que la France puisse laisser mourir quelqu'un ou laisser souffrir quelqu'un parce qu'il est malade. Non, mais comment faisait-on avant l'année 2000 et avant la mise en place de l'AME? Vous savez que c'est un système, vous êtes en commission des finances, vous le savez forcément, que c'est un système qui est structurellement... Vous savez comment on faisait? Structurellement abusif. Excusez-moi, vous le savez, j'étais déjà élu local. Et il se trouve qu'à l'époque, quelqu'un qui arrivait malade dans un hôpital, on le soignait sans facturer. C'était mieux. On cachait le système, mais la vérité, c'est qu'on le soignait quand même sans facturer. Il y a des filières sanitaires aujourd'hui qui sont mises en place illégales, d'immigration illégale, qui sont un appel d'air. Mais ça, c'est très marginal. Il y a eu un rapport parlementaire et c'est très marginal. Ne prenez pas l'excès pour la généralité. Mais il faut toujours lutter contre les excès. C'est une fraude, lutter contre les détournements. On a basculé d'une immigration du travail vers une immigration du social, dans lequel on a de plus en plus d'étrangers qui viennent en France uniquement pour bénéficier de prestations sociales. 1 million de plus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Oui, mais donc on a un système qu'on doit corriger, dans lequel c'est assez simple. Il faut que les gens puissent pouvoir accéder évidemment à nos prestations sociales, mais à condition d'avoir cotisé un minimum. Ce qui est d'ailleurs le débat qui a été lancé par David Cameron en Angleterre, ce qui est en partie la situation en Allemagne. David Cameron qui veut effectivement limiter l'accès à certaines prestations sociales aux immigrés, pas aux soins, aux immigrés qui sont sur le sol britannique depuis 4 ans. L'objectif est assez simple, c'est de se dire une immigration du travail est quelque chose qui est gérable, une immigration du social est une déformation profonde de ce que doit être l'immigration. Pendant 10 ans sur ce sujet, quand même, en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que président de la République. À l'époque, l'AME n'était pas hostile, pour le coup. Il n'y a pas d'augmentation, je suis désolé, mais il n'y a pas d'augmentation de l'immigration du social. Il y a sans doute un problème dont il faut que nous débattions sur l'immigration, le regroupement familial, mais il n'y a pas d'augmentation de l'immigration du social. Aujourd'hui, contrairement à ce que raconte l'extrême droite, contrairement à ce que raconte l'extrême droite depuis des années, l'immigration ne coûte pas 60 milliards. Sur l'extrême droite, vous qui aimez bien lancer des débats hors... Si je peux me permettre... Vous savez ce que c'est que l'extrême droite ou pas? Ah oui, c'est vous. Oui, non. Est-ce que vous connaissez les définitions? Je sais clairement ce que c'est. Est-ce que vous connaissez la définition de l'extrême droite? Tout à l'heure, vous ne vouliez pas être de droite, mais vous refusez aussi d'être extrême droite. Inclassable, c'est pas inclassable. Elle reconnaissait de droite, c'est le FN qui l'était pas. Attendez, le coût de l'immigration. L'immigration, c'est un sujet qui vous intéresse? Non, mais on va en parler d'ailleurs. L'immigration, c'est un sujet qui vous intéresse. L'immigration, le coût de l'immigration dont vous parlez sans arrêt, et dont Marine Le Pen parle sans arrêt, en réalité, les études économiques montrent que entre le nombre de travailleurs étrangers présents sur notre territoire, qui d'ailleurs occupent des emplois que les Français ne veulent pas occuper, et le nombre, vous allez obliger les Français demain à faire du travail. Non, mais dites-leur parce que c'est très intéressant. Monsieur Lagarde, justement à cause de l'immigration. Excusez-moi. Et Boueur à la ville de Paris, c'est pas du tout mal payé. Et je vois peu de Français pour le faire et beaucoup de gens issus de l'immigration. Mais je voulais juste terminer parce que parlez pas en même temps parce que sinon personne ne comprend ce que vous dites. Justement, l'immigration qui est véhiculée, c'est que ça coûte de l'argent à la France. Et la réalité oblige à dire aujourd'hui, les universitaires le montrent, Mme Oppenheimer ne va pas me dire... Non, une étude à Lille qui est ressortie à chaque fois. Plusieurs études montrent qu'en l'occurrence, entre les cotisations versées par les salariés étrangers et les prestations dont bénéficient, il y a entre 5 et 12 milliards de cotisations supplémentaires de la part des salariés étrangers que de ce que les étrangers
reçoivent de prestations sociales. C'est une étude d'Université de Lille que, effectivement, ce n'est pas la seule. qu'on conteste le Front National qui a ses propres études. Sujet économique. Alors, justement, non, sur l'immigration. On va revenir sur l'immigration. D'abord, je pourrais répondre simplement à M. Wauquiez, parce que vous me disiez vous n'avez strictement aucun rapport, mais je peux vous en donner plein des rapports que vous avez eus avec le Parti socialiste. Lorsque M. Nicolas Sarkozy prépare, par exemple, le traité budgétaire et que les socialistes le votent, lorsque l'on voit qu'il y a eu dans les deux cas une augmentation systématique des impôts et des charges, lorsque l'on voit que la dette sous Nicolas Sarkozy a explosé de 600 milliards d'euros, alors même qu'elle continue d'exploser aujourd'hui avec le Parti socialiste. Quand on voit la politique migratoire, ce sont exactement les mêmes chiffres qui sont en termes d'entrée légale. Il y en a même plus que sous Jospin. C'était 150 000 entrées légales sous Jospin, c'était 200 000 entrées légales sous Nicolas Sarkozy. Vous me permettez quelques chiffres là-dessus, si vous voulez bien. Allez-y. Les naturalisations, elles ont augmenté de plus de 20% depuis que la gauche est arrivée au pouvoir. Elle a supprimé le test, et vous le savez, puisque vous connaissez bien cette question, le test de langue et d'histoire que nous avions introduit. Sur les régularisations, depuis que la gauche est au pouvoir, elle a multiplié par 2 les régularisations. Et sur les peines de justice, vous a départementalisé vous vouliez qu'on évoque un certain nombre de faits. Sur la sécurité, pendant la période où Nicolas Sarkozy s'en est occupé, la sécurité et la délinquance a baissé de 16% en France. On a eu 700 000 victimes qui ont été épargnées et un taux d'élucidation des crimes qui a monté à 40%. Donc non, ça n'est pas la même politique. Et je vais vous prendre... Le but, c'est de parler de vos propositions, pas de faire le bilan de... Madame Maréchal, je vais prendre un dernier sujet sur lequel on a pu d'ailleurs porter les mêmes idées. Celle qui est faite par Madame Taubira sur le mariage pour tous, ça n'est pas une vision, c'est une vision de droite. Et sur ce sujet-là, vous me reconnaîtrez qu'on n'a pas la même vision de la famille entre ce qui est porté par la gauche et ce qui est porté par la droite. Donc oui, il y a des vraies différences. Mais même dans votre camp aussi. Vous avez des valeurs communes. Vous avez des valeurs communes. Au bureau politique, l'unanimité a été votée pour l'abrogation de la loi. L'unanimité. Vous savez très bien ce qu'étaient les positions et de M. Philippot. Et de M. Philippot. C'est faux. M. Philippot, systématiquement, lorsqu'il s'est exprimé sur le sujet. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que Mme Le Pen a manifesté contre la loi sur le mariage pour tous ? Alors, parce que le fait de participer ou non à une manifestation définit votre ligne politique. C'est une preuve d'engagement ? Madame Le Pen et Monsieur Philippot systématiquement se sont prononcés pour l'abrogation de cette loi simplement parce que le bureau politique à l'unanimité s'est prononcé pour l'abrogation de cette loi. Contrairement à votre parti qui un coup c'est l'abrogation, un coup c'est la réécriture, un coup c'est on laisse en l'état. Vous me reconnaîtrez que la première position de Madame Le Pen était très ambiguë, mais non, à la limite je laisse ça de côté parce que je cherche pas de polémique inutile. C'est pas le sujet. Non, mais c'est bien ce que je veux dire, sur le fond, parce que là, pour le coup... ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a clairement une vision de société qui n'est pas la même entre la droite et la gauche. Il peut y avoir parfois des points communs, mais ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de discours que vous tenez, consistant à dire, au fond, tout ça est un gigantesque chaudron dans lequel tout le monde est emmêlé. Je ne crois pas à ça. Je voudrais parler, parce qu'on a parlé d'immigration, je voudrais parler du fameux grand remplacement. Est-ce que vous y croyez au grand remplacement ? Qu'est-ce que vous appelez le grand remplacement ? Alors, le grand remplacement, c'est cette théorie très controversée de l'historien ou l'écrivain Renaud Camus qui explique que les peuples venus du Maghreb ou d'Afrique vont remplacer les Français d'origine. On a entendu notamment Jean-Marie Le Pen parler de ce grand remplacement avec ces termes ce week-end. On l'écoute. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Est-ce que pour vous, il y a une substitution de population ? Est-ce que le grand remplacement... En fait, il y a eu tout un débat sur cette histoire du grand remplacement parce que ça désigne aussi la théorie du complot qui a été développée un peu notamment par Renaud Camus. Donc si on met de côté, Marine Le Pen qui a dit effectivement que c'était une théorie complotiste. Cette histoire de la théorie, en effet, sur certains territoires de France, ce qu'on appelle les Français de souche sont remplacés par une population récemment immigrée. C'est une réalité, c'est un fait. Jean-Christophe Lagarde. Puisque je suis un des élus de ce territoire, mais vous aussi, je veux juste vous faire observer la chose suivante. En 1982, il y avait 7,2% d'étrangers en France. 32 ans plus tard, 2014, il y a 8,4%. C'est normal parce que pardon, la difficulté n'est pas la nationalité française. Ça vous dérange ? Vous voulez le retirer ? Non, mais parce que moi, je pense que la France, quand elle accueille quelqu'un sur son territoire, sa tradition.
doit avoir des exigences. Et pas une acquisition automatique de la nationalité comme elle existe. Mais là, ceux qui ont acquis la nationalité française et qui ne sont pas des délinquants. La tradition de la République française, vous pouvez la contester, c'est que quand elle décide d'accueillir quelqu'un sur son territoire, son ambition et son envie, c'est de donner envie d'être français, quitte à donner des conditions. Et la deuxième chose, c'est pas le nombre qui pose problème. Là-dessus, je veux bien reconnaître que Monsieur Le Pen n'avait pas totalement tort. Il est en train de présenter une invasion généralisée. Ça n'est pas ça ce qui se passe. Par contre, la concentration des difficultés sociales dans des ghettos où on retrouve l'essentiel de l'immigration française, c'est ça le véritable problème. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des polémiques artificielles sur ce sujet. On est face à un défi. C'est un sujet, même à droite, Charles Becbédé estime que cette théorie il y a pour moi un sujet qui est majeur. C'est qu'aujourd'hui, on a une population avec une grande diversité, avec une question pour les populations d'origine étrangère. Est-ce qu'on vient en France pour respecter le fonctionnement et les règles de la République française, ou est-ce qu'on vient en France pour demander à la République française de changer ? Moi, je suis très clair là-dessus. Je refuse le communautarisme. Le sujet, c'est la population d'origine maghrébine ou africaine qui remplace. Bien sûr, c'est le problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très clair sur le fait de dire que quand on vient, on respecte les règles de la laïcité française et du modèle d'intégration. Notre modèle n'est pas le modèle américain, qui est un modèle communautariste. Moi, je veux que les gens qui viennent en France et qui ont la nationalité française ne puissent pas l'avoir si elles ne parlent pas français. Je suis radicalement contre cette idée du droit de vote des étrangers. Je suis assez préoccupé de l'évolution de notre enseignement de l'histoire. J'ai des amis... C'est pas le cas, Nicolas Sarkozy en 2005, d'ailleurs, dans son livre, qui racontent les grandes difficultés qu'on peut avoir de plus en plus aujourd'hui pour enseigner l'histoire à un certain nombre d'élèves qui, pour être français, contestent par exemple qu'on enseigne les racines chrétiennes de l'histoire de France, qu'on puisse enseigner notre modèle de laïcité. Ça, ce sont des points de préoccupation. Mais sur le remplacement de populations d'origine différentes, c'est ça le sujet du grand remplacement. La question pour moi... C'est en fait des personnes d'origine arabe ou africaine qui remplacent des personnes blanches. La question pour moi, c'est est-ce que vous avez un modèle français dont on est suffisamment fier pour le mettre sur la table et permettre aux gens qui viennent chez nous de leur dire écoutez, ce modèle français peut être le vôtre à deux conditions. Vous venez chez nous pour travailler et vous venez pour respecter ce qu'est le modèle français. Ça, c'est essentiel. Moi, j'ai le sentiment que la France doit affronter un grand nombre de problèmes en termes de gestion économique, en termes de gestion sociale, d'organisation des territoires. Il y a vraiment un énorme travail à faire. Et j'ai l'impression quand même que cette histoire d'immigration, grand remplacement, c'est un peu l'histoire du bouc émissaire. Parce que quand on regarde tous les pays d'Europe, ils ont tous, effectivement, il y a des migrations. En Suisse, c'est 30%, c'est plus que chez nous. Donc, effectivement, il y a des problèmes parce qu'il y a des territoires délaissés où les gens, effectivement, ne se sentent plus chez eux parce qu'il y a il y a de la délinquance, parce qu'il y a des mosquées, parce qu'il y a une façon de vivre différemment. Mais bon, c'est la diversité de la France. Après tout, il y a eu des Celtes, il y a eu des... Parce que la France est le premier pourvoyeur de l'État islamique aujourd'hui. Ça pose pas du tout de problème. Ça pose pas du tout de questions. Ne mélangeons pas tout. Vous parlez des jeunes djihadistes. Vous parlez des jeunes djihadistes. C'est pas une histoire d'extrémisme islamique. Vous le savez très bien, il y a autant de Français. Des jeunes convertis. C'est une nouvelle quête d'aventure, comme il y a eu quête chez les maoïstes. Ça pose des questions sociales, ça pose des questions... Laissez Guylaine Autonome terminer. Je laisse passer la parole à chaque fois, vous parlez. Il n'y a pas de souci. Allez, vous finissez Guylaine Autonome, après vous répondrez. Puisque le Front National n'est pas un parti extrémiste qui n'est pas autoritaire, je vous laisse parler et je me tais. Je dis simplement qu'il y a un côté totalement bouc émissaire. C'est pas le premier problème de la France. Il y a énormément de problèmes à régler au sein de l'école. La façon dont on enseigne à l'école, notamment dans ces populations, il y a un énorme progrès à faire. Il faut différencier les façons d'enseigner. Il y a énormément de choses à faire. Je comprends qu'il y a un certain nombre de populations qui se sont dépossédées de leur territoire, de leurs habitudes, de leur culture, etc. Ça ne se fait pas en 2 jours, une assimilation de population. Mais la France en a connu bien d'autres, et tous les pays d'Europe. Et quand on regarde les grandes migrations dans le monde, c'est beaucoup plus important, inter-Afrique, inter-Chine, inter-Asie. Il y a des grandes migrations partout. C'est la vie de demain. Alors on peut toujours fermer les yeux, dire nous on va mettre des frontières et on ne les aura pas, et ça sera fini. Mais ce n'est pas possible. Donc il vaut mieux se préparer à ces migrations, à ces mouvements de population, et les organiser. On peut quand même avoir une politique migratoire. On n'est pas obligé de subir la chose. On dit c'est inéluctable. Non, mais ceux qui sont en France déjà, vous savez très bien. On peut aussi avoir une politique migratoire en fonction de ses besoins, pour des questions économiques, pour des questions sociales, vous ne ferez pas une migration zéro, c'est pour des questions d'assimilation. Non, mais on peut faire. Non, mais c'est pas le Front National. Il propose
propose d'inverser les flux migratoires. Ça veut dire que des gens qui sont... c'est ce que j'ai entendu dans la bouche de Marine Le Pen. Si vous dites le contraire, ce sera une bonne nouvelle ce soir. Inverser les flux migratoires, ça veut dire que des étrangers qui sont actuellement sur notre territoire, j'imagine que ce n'est pas ceux qui sont naturalisés et devenus français, doivent retourner chez eux, ce qui suppose d'abord que les pays acceptent pour supprimer de les faire. Les pompes aspirantes de l'immigration, dont l'AME donc c'est fait plus partie. l'inversion. Ça, l'AME, vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez. L'inversion des flux migratoires, supprimer les pompes aspirantes. Après, il faudra les regarder aujourd'hui, et M. Wauquiez l'a relevé, une grande partie de l'immigration est une immigration qui est familiale ou une partie qui vient pour des raisons sociales en France. Donc beaucoup d'étudiants. C'est faux. Et une partie des étudiants, en effet, dont une grande partie d'ailleurs, qui est un peu dévoyée d'ailleurs comme filière. Croyez-moi, puisqu'on voit encore des bac plus 8 pendant un certain nombre d'années. Mais tout ça est à revoir de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration est un vrai sujet. On n'est pas obligé de la subir. On peut aussi la maîtriser, la contrôler, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment d'assimilation. Et je vous dis ça avec beaucoup de facilité, parce que je crois en l'assimilation. Je crois qu'une personne d'origine étrangère peut s'assimiler parfaitement, devenir française au même titre que les autres. Je dis juste qu'aujourd'hui, cette immigration extrêmement importante et cette concentration dans les territoires dont vous parliez empêche l'assimilation de fait, puisque les gens restent dans leur communauté d'origine, et donc ne sont pas obligés de se fondre justement dans les valeurs françaises. Je peux vous citer une expérience, quelque chose qui existe dans ma ville de Drancy aujourd'hui. Ils ne restent pas entre eux. Nous n'organisons pas l'immigration. Nous devons définir, en tout cas c'est notre sentiment, combien de personnes doivent rentrer pour l'immigration au travail, définir des conditions sans doute à revoir sur le regroupement familial. Et je vais vous citer un exemple. J'ai une école dans ma ville. Vous allez... Non, pas du tout. Bah si. Pas du tout. Parce que tant qu'on reste dans le carcan en réalité, européen, plutôt que de parler de réalité politique et de réalité de la vie des gens, vous faites des totems. Moi, je vais vous prendre quelque chose qui n'est pas un totem. Dans ma commune, dans un quartier de ma commune, j'ai aujourd'hui les 2/3 d'élèves dans une école maternelle qui sont allophones, qui ne parlent pas français. D'abord parce que ça veut dire qu'on a laissé se concentrer, entre guillemets, une communauté dans un quartier, puisqu'on va à l'école là où on habite. Deuxièmement, l'État français, parce qu'il ne l'organise pas, attend que ces bouts de choux de 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans pour finir par commencer à essayer de leur apprendre français. L'immigration, ça s'organise. Ça s'organise à l'entrée et ça s'organise dans le suivi et dans la capacité d'intégration. C'est ce que nous ne faisons pas aujourd'hui et c'est ça qui pose un problème migratoire. Je voudrais prendre un exemple très concret. S'il vous plaît, on va reparler de l'espace Schengen, mais juste pour... Est-ce que Madame Maréchal Le Pen, si on peut juste s'écouter, et encore une fois, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des regards croisés et d'écoute. Je voudrais donner une expérience de maire. Comme maire, j'ai vécu il y a à peu près 6 mois un problème avec une dérive sur les cérémonies de mariage de samedi. Où, sur un certain nombre de mariages, on avait grand cortège de voitures, drapeaux étrangers qui étaient sortis, et cérémonies qui étaient très bruyantes sur le parvis de la mairie. J'ai eu un échange avec une partie de ma communauté marocaine en leur disant « Écoutez, c'est pas possible ». C'est-à-dire qu'on est en France, on a un certain nombre de règles communes, des mariages, ça ne peut pas s'organiser comme ça, il faut qu'on se fixe des règles. Et donc je leur ai demandé qu'il n'y ait plus les cortèges de voitures bruyants, qu'on supprime les drapeaux étrangers, et que s'il y a des manifestations, elles soient à l'intérieur de la mairie et pas sur la place. Ça a été parfaitement compris. La seule chose, c'est que ça suppose qu'on est... Parler. Oui, mais ça suppose qu'on est juste... Vous voyez que ça se gère. Mais à condition... C'est pas la peine à condition d'avoir un discours qui soit clair. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a en ce moment une démission du discours des politiques français, où il y a une petite tendance à faire du clientélisme électoral en faisant du communautarisme. Je pense qu'à l'arrivée, ça aboutit à une république qui se défait petit à petit, et on manque l'intégration. Une réponse en 2 mots de Marion Maréchal Le Pen, et après on parle d'autre chose, des idées. Je veux dire, dans les discours sur l'immigration, on se rend compte que de plus en plus, aujourd'hui, la classe politique s'approche du discours du Front National, et je m'en félicite, tant mieux, ça prouve qu'on a fait bouger les esprits. Il faut une politique migratoire, il faut la contrôler, voilà, il ne faut pas la subir, très bien, mais le problème, c'est que, j'en reviens à ce que je disais à l'instant, nous n'avons pas la main. Je vous donne un exemple, ça, le fait de contrôler l'immigration pour le très concret. Oui, mais il y a les actes aussi, il n'y a pas que les paroles. Nous allons, vous le savez, Monsieur Wauquiez, avoir une réforme du droit d'asile qui va arriver d'ici quelques semaines. Cette réforme, c'est la stricte traduction de 3 directives européennes. Voilà. Donc en fait, nous allons une fois de plus avoir et vous le verrez, une réforme qui va être extrêmement laxiste,
qui va être un appel d'air supplémentaire, puisqu'aujourd'hui l'asile c'est une nouvelle filière d'immigration, c'est plus quelque chose d'exceptionnel, c'est une immigration économique, ça n'est plus une immigration politique de réfugiés politiques, voilà, c'est vraiment une immigration économique. Et nous n'avons pas la main, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Que faites-vous des immigrés clandestins effectivement qui viennent de pays en guerre, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous Oui, mais le problème c'est que si vous voulez, aujourd'hui, je vous parle de cet asile parce que justement, ça n'est plus, c'est une filière d'immigration économique, c'est-à-dire que les tensions dans le monde et la pauvreté dans le monde va s'accentuer malheureusement. Donc les critères ne sont plus adaptés, d'autant plus que c'est une uniformisation européenne. Alors même, non mais je réponds, il y a une uniformisation, une volonté d'uniformiser le système au niveau européen. Le problème c'est que tous les pays ne sont pas confrontés aux mêmes défis. La France, du fait de la francophonie dans le monde, est confrontée à des demandes et à des flux migratoires plus importants. Donc uniformiser est un non-sens. La réforme qui est en cours, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. La réforme qui est en cours, pardon, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, quand vous arrivez et que vous demandez l'asile alors que vous n'êtes pas un demandeur d'asile en réalité, ça va durer 12 à 18 mois. Le but, en l'occurrence de la réforme, c'est de faire en sorte que votre dossier soit tranché en 6 à 9 mois maximum. C'est-à-dire que là où ça coûte de l'argent à l'État français, c'est de pouvoir dire non plus tôt. J'ai l'impression malgré tout que vous êtes plus en phase avec le gouvernement socialiste et que vous, Laurent Wauquiez et Marion Maréchal Le Pen, vous avez aussi plus de valeurs communes. Est-ce que les alliances sont en train de bouger? Alors vous citiez tout à l'heure le sondage de Marianne, 45% des militants MP favorables à des alliances avec le FN, 36% des militants du FN, pour les régionales en tout cas. Est-ce que les lignes sont en train de bouger? Il y a un point sur lequel on a zappé très vite, qui est pourtant fondamental, c'est l'économie. La différence qui est absolument majeure pour moi dans l'approche du FN, et qu'on relève peu, parce que c'est celle de l'économie. Le FN propose de sortir de l'euro. Ça, pour moi, c'est de la folie. Sortir de l'euro, il faut que tous nos téléspectateurs comprennent bien ce que ça veut dire. Vous regardez votre compte en banque, ça veut dire que vous avez 20% de votre pouvoir d'achat qui disparaîtra du jour au lendemain. Parce que vous aurez une monnaie qui sera moins forte, parce qu'on ne sera plus avec les Allemands. Ça veut dire que vous voulez faire un emprunt pour acheter votre maison. Les taux d'intérêt à l'époque du franc étaient entre 12 et 10%, alors qu'aujourd'hui on a des taux d'intérêt qui sont de 3 à 4%. Vous imaginez ce que ça représente en termes de choc pour les ménages. Je vais aller jusqu'au bout, si vous me permettez. Le dernier point, c'est vous achetez votre plein d'essence. Votre plein d'essence, le pétrole s'achète en dollars. Si votre monnaie est faible, votre plein d'essence sera plus cher. C'est pour moi une première différence qui est essentielle. Et je trouve très important qu'on demande aussi au FN de s'expliquer sur son programme économique. Le deuxième aspect, c'est l'Europe. On lui demande. Moi, je ne suis pas sur le fédéralisme de la même manière que je rendais compte sur mon programme, c'est normal. Et c'est normal que vous rendiez aussi des comptes sur le vôtre. Moi, c'est là-dessus que je vous juge, pas sur les a priori, pas sur les postures idéologiques. Pas sur les valeurs, mais plus sur l'économie. Bien sûr, enfin, c'est globalement, qu'est-ce que vous proposez? Et si on vote pour vous, qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Le deuxième point, c'est l'Europe. Moi, je ne suis pas sur un fédéralisme européen, et vous le savez. Je ne suis pas pour une Europe à 28. Je ne suis pas pour plus de pouvoir de la Commission. Je suis pour qu'on sorte de Schengen. Et je ne suis pas favorable à la voie que vous proposez, qui est le repli national. Parce que je ne crois pas que la France seule puisse peser par rapport à la Chine, l'Inde et le Brésil. Et le dernier point, je finirai par là, c'est ce que vous proposez économiquement. Et là, ça me gêne parce qu'on retrouve dans votre programme économique exactement les dérives que vous dénoncez, parfois avec raison, sur la vieille politique. Je reprends le programme de Mme Le Pen. Vous dites, on va revaloriser les salaires de 200 €. On va créer un revenu parental. On va remettre la retraite à 60 ans. On va créer un chèque premier logement. J'ai l'impression de retrouver le programme de promesses attrape-tout, dont on sait très bien qu'à l'arrivée, qui paye, c'est les impôts sur les classes moyennes. Et sur ces trois aspects-là, il y a pour moi une vraie différence par rapport aux Je vais vous répondre, il n'y a pas de problème. Alors rapidement, parce que c'est vrai qu'on embrasse beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est sur l'économie. C'est difficile d'aller sur le fond. Alors, ce que vous ne dites pas concernant l'euro assez rapidement, c'est que si l'on reste dans cette monnaie, il y aura de toute façon une déflation salariale extrêmement vigoureuse, puisqu'il n'y aura pas d'autre moyen que de retrouver cette compétitivité par la déflation salariale, ce qui est déjà en train de se faire. Bon, ça c'est un sujet. Vous parliez de l'Europe des 6. Moi, je veux bien, Monsieur Wauquiez. Vous avez certainement lu le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Vous savez donc que pour modifier substantiellement, le traité, les négocier, il faut s'en référer à l'article 48. Et pour modifier ces traités, il faut donc une unanimité des États membres qui doivent ratifier cela. Il s'agit de créer une nouvelle entité, c'est ça? Croyez-vous, Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs, Europa, Madame, créer une Europe à 2000? Croyez-vous que 28 pays
vont donc à l'unanimité accepter de revenir à 26? Bien sûr que non. Donc le programme que vous proposez, c'est en fait la sortie de l'Union européenne, la fin de l'Union européenne et la construction d'un autre projet politique. Mais croyez-vous véritablement que cela soit possible en l'état actuel de la façon dont vous le présentez? C'est catastrophique. Donc vous êtes pour la sortie de l'Union européenne? Jean-Christophe Lagarde, je suis pour le fait de rebâtir un nouveau noyau européen. Si vous sortez de l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites de cette monnaie également? Voilà, parce que tout ça est lié, bien évidemment. Et vous voulez sortir de l'Union européenne et de l'euro? Nous sommes en effet dans les 6 premiers mois pour une tentative de renégociation dans ces conditions, ce dont nous croyons assez peu, et dans un second temps, donc un référendum si nous n'avons pas parvenu à aller. Que vous êtes dépendant de la réponse absolument, quand même qui nous fait sortir de l'Union européenne, si les Français le désirent. Oui, mais alors, votre programme économique est basé sur l'hypothèse où ils le désireraient. Oui, bien sûr. C'est gênant. Bien sûr. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit qu'elle démissionnerait si les Français ne votaient pas oui à ce référendum. Vous voyez bien que sur ce sujet-là, en réalité, le clivage n'est pas si simple, parce que dire qu'on va faire l'Europe à 6, moi je n'y crois pas. Je pense que dans les pays de la zone euro, dans les pays de la zone euro, pardon, non, 12. En tout cas, un noyau dur. Jean-Christophe Lagarde. Mais attends, c'est exactement ce que nous disons depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle j'étais opposé au traité de 2005 et de 2007. Parce que, pour le compte, on a empêché ceux qui voulaient avancer et qui voulaient se fédérer, qui voulaient reconquérir leur souveraineté, on les a empêchés de le faire dans le traité qui est en vigueur actuellement. Pardon, il y a une chose qui me juste un mot chacun, parce que là, il y a Guillaume Darret qui trépigne. Pardon, Madame Schneider, d'une phrase que je ne voudrais pas laisser croire. Moi, j'ai le sentiment, à vous entendre, qu'il y aurait entre vous des différences de degré. Et moi, je pense qu'il y a des différences de nature. En l'occurrence, la France est un pays qui est capable... Peut-être que Laurent Wauquiez représente une tendance de l'UMP qui n'est pas tout l'UMP. En tout cas, moi j'ai une vraie différence de nature avec ce que représente Madame Le Pen ou Marine Le Pen. Je pense que la France n'a pas à avoir peur du monde, pas à avoir peur de l'Europe, pas à avoir peur des autres. Que la France est capable de rayonner et que l'État aujourd'hui est faible parce qu'il ne se fait plus respecter, qu'il n'est plus capable de donner un projet de long terme et qu'il n'y a que par un projet de long terme qui libère les énergies de notre pays, qui lui ouvre de nouveaux espaces qu'on s'en sortira. Pas en se repliant, en rassurant faussement la population. Monsieur Lagarde, ce sont des différences profondes. Oui, bien sûr. Le fait d'être pour ou contre la sortie de l'euro est une différence profonde. Le fait de proposer ou non une vision de village gaulois ou un noyau dur européen est une différence profonde. Et c'est pour ça que là-dessus, on a une vraie différence de vision. Pour autant, je ne suis pas pour un fédéralisme européen. Et là aussi, vous avez aussi des différences profondes. Guillaume Darret, venez. Guillaume Darret, je suis désolée. Oui, non, mais je voulais juste dire alors. Mais Schengen. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de la sortie de Schengen? Parce que Schengen, c'était aussi l'information sur toute la criminalité et pas toute l'UMP est en faveur de la sortie de Schengen. Il ne faut pas non plus faire croire aux Français que on va sortir de Schengen et tout va aller mieux. On va pouvoir mieux contrôler nos frontières. Il ne faut pas sortir, il faut renégocier. Parce qu'il faut mieux. Mais ça ne marche pas. Il faut mieux organiser. Oui, mais ils n'ont pas de moyens. Le débat est clos. Vous pourrez discuter dans les couloirs. Attention aux mots d'ordre trop faciles qui entretiennent. Attention à l'espèce de lâcheté qui consiste à croire qu'on ne peut rien changer, qu'on ne peut pas modifier l'Europe et qu'on ne peut Guillaume pas Darret, vous avez la parole. Guylaine Ottenheimer, c'est fini. Guillaume. Alors justement, vous avez débattu de l'aide médicale, d'état de l'aide médicale d'urgence, de l'immigration. Plusieurs internautes disent, je cite, il faut éviter les clichés, les stigmatisations sur les populations les plus vulnérables. Julien Janvier souligne que pour lui, le problème, c'est la concentration des populations immigrées dans les mêmes quartiers et pas l'immigration en elle-même. Ce que vous disiez tout à l'heure, le discours du Front National sur le grand placement fait peur. C'est Emeline qui le dit sur Internet. Et plusieurs internautes, plusieurs téléspectateurs posent une question. Quand est-ce qu'on arrivera à débattre sereinement d'immigration dans ce pays? Oh, c'était assez calme, ça va, c'est pas porté particulièrement. Le patron du groupe écologiste à l'Assemblée nationale estime qu'il y avait un vrai clivage avec d'un côté Jean-Christophe Lagarde et de l'autre côté les autres, de vrais clivages entre Jean-Christophe Lagarde qui assume de vrais clivages sur l'ouverture au monde et à l'Europe. C'est François de Rugy qui dit cela. Et puis on va finir par un sourire, ce débat, Anne-Sophie. Désolé, Jean-Christophe Lagarde, mais les téléspectateurs. Un observateur très objectif, un député écolo, tout à fait d'accord. Quand on a un député qui s'exprime, effectivement, on a tendance à le citer, quel que soit son... Bien choisi, vraiment. Et puis on va finir par un sourire. On disait, Jean-Christophe Lagarde, les téléspectateurs ne vous croient pas quand ils disent que l'alliance UDI-UMP, elle n'est pas automatique.
C'est le cas notamment de Chedine qui dit Laurent Wauquiez, Jean-Christophe Lagarde, 2 cravates violettes, l'alliance UMP. C'est vrai qu'on s'est tout de suite posé la question. Je vous en prends comme témoin. Oui, c'est vrai. J'ai fait la réflexion à Laurent Wauquiez tout à l'heure parce que le violet, c'est la couleur de l'UDI. Alors, s'il a envie de changer, il est bienvenu, mais il faut changer en même temps de conviction, pas seulement changer de Le travail. violet, c'est la couleur de la Haute-Loire, monsieur Lagarde. Vous êtes bienvenu en Haute-Loire. D'ailleurs, très franchement, la Haute-Loire a longtemps été un département centriste, voyez, humaniste comme quoi, et fédéraliste comme Jacques Baron. Comme quoi les choses changent et bougent, vous êtes le bienvenu. D'accord, qu'il y avait elles un peuvent peu... changer, et c'est pour ça qu'une alliance, elle existe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est toujours dominée, déterminée par les mêmes. Et moi, je pense que les Français ont envie d'un autre chemin. Ça n'empêche pas d'avoir des désaccords, on en a montré. Ça n'empêche pas non plus de pouvoir gouverner ensemble, parce qu'il y a des choses qui nous séparent, je l'espère, bien plus d'autres formations politiques. Merci à tous d'être venus débattre sur le plateau de Mots Croisés. On se retrouve dans 2 semaines. Merci également à Brigitte Benkemoun, Edwige Audibert et Nicolas Yomi Amunategui. Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Vittorio Gassman, Parfum de femme de Dino Risi. Je vous souhaite une bonne nuit cinéma sur France 2.